Bonsoir et bienvenue à cette session Web TV des portes ouvertes de la HEIG VD. Et tout de suite, je vous propose de commencer par la première, l'économie d'entreprise. Certains étudiants sont amenés à participer au concours Les Négociales. Les Négociales, c'est un concours de négociation commerciale. David Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes collaborateur scientifique à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Quel est votre rôle précisément? Alors moi, je m'occupe plutôt de la gestion des projets au sein du département HEG. Et à côté de ça, je travaille également sur certains mandats et projets de recherche pour l'Institut de recherche. C'est quoi exactement cette filière? Alors ça, c'est la filière d'économie d'entreprise. C'est une filière qui vise à former les étudiants sur tous les aspects de la gestion d'une entreprise en passant par la finance, le marketing, la communication, les ressources humaines également. Là, nous sommes au cœur des négociales. C'est un concours qui sert à quoi? C'est un concours qu'on organise avec les négociales depuis 2019 et qui est intégré à l'option de management et business. Du coup, tous ces étudiants qu'on voit ici aujourd'hui, c'est des étudiants de cette option. L'idée, c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à faire gagner quelqu'un? Bon, il va devoir vendre un produit, il le vend, c'est gagné, mais après, il y a quoi? Il y a l'emphase, il y a la façon de poser les questions, d'y répondre, la façon de pouvoir convaincre. Tout à fait, il y a la communication, il y a la posture, il y a le physique, mais aussi le non-verbal qui compte également, doit être convaincant. Du coup, c'est pas uniquement ce qui se passe au niveau des mots, mais également de la posture. Ne pas venir en pyjama. Exactement. On sait que les Suisses sont un peu réservés parfois, peut-être moins de bagou que les gens du Sud. Comment est-ce qu'on peut régater dans ce genre de concours avec des gens qui ont la tchatch? On a la technique. Ah ouais, c'est quoi? Non, mais les techniques qui sont enseignées à nos étudiants, mais c'est vrai que c'est un concours intéressant en Suisse de confronter nos étudiants à d'autres étudiants avec une autre culture. Et là, vous-même, vous pensez que vous avez passé le concours de cet entretien? Je sais pas, bonne question. Allez, on vous donne le prix. Merci. Léa, vous êtes étudiante ici à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Vous faites quoi? Je suis étudiante en dernière année de bachelor en économie d'entreprise et je me suis spécialisée lors de cette dernière année en management et e-business. Et là, vous sortez d'un concours, les négociales. C'est quoi ce concours, Léa? Le principe, en fait, c'est de négocier avec un potentiel acheteur pendant 10 minutes. Mission accomplie? Alors, pas totalement, car je n'ai pas réussi à faire signer le contrat, si on peut dire ça. Mais oui, mission accomplie. Ça s'est passé comment pour vous? Du coup, au départ, c'était très stressant, car on se retrouve avec 1 heure pour justement préparer le cas que l'on reçoit. Et ensuite, passer devant notre potentiel acheteur et on est observé quand même par 4 jurys. Et c'est assez stressant, ça met une sacrée pression. On fait comment pour pouvoir développer des arguments et en même temps se tenir droit, faire attention à sa posture, avoir les bonnes formules, tout rentre en ligne de compte? Oui, tout rentre en ligne de compte. Ce qui est important, surtout, c'est de bien connaître en fait l'entreprise que l'on représente, savoir quels produits on vend. Vous pensez avoir remporté ce concours? Remporter, je ne pense pas. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de ma prestation. Merci beaucoup. Laura Wickenbosch, bonsoir. Vous êtes professeure et responsable de la filière économie d'entreprise ici à la HEIG VD. Et à côté de vous, Joël Caraca, bonsoir à vous. Bien le bonsoir. Vous êtes étudiant en emploi en 4e année avec l'option finance d'entreprise avancée. Elles vont nous en dire un petit peu plus. Votre filière représente le G, gestion, dans le HEIG, Haute École d'ingénierie et de gestion. C'est quoi le rapport avec l'ingénierie ? Bon, les rapports, il y en a plusieurs dans une entreprise. Vous avez toujours tous les corps de métier qui sont représentés. Et même dans une entreprise qui ferait vraiment quelque chose de technique, vous aurez toujours des aspects financiers, des aspects RH, des aspects de marketing, de communication. Donc, de toute façon, ces gens-là vont se retrouver dans le monde du travail. Et puis, nous, dans l'école, effectivement, c'est 2 domaines qui se rencontrent sous une même institution, l'ingénierie et la gestion.
Et donc, comme vous le dites, le modèle, c'est l'entreprise. On essaie d'être très concret ici. On n'est pas dans la pure théorie. On essaie tout de suite de voir l'application que ça pourrait avoir dans le monde du travail pour l'après ces études. Oui, c'est juste. Donc, c'est vrai que nous, on a des étudiants qui, de toute façon, ont déjà vécu le monde du travail avant de venir chez nous, qui continuent à l'expérimenter aussi, soit dans leurs cours, mais soit aussi, comme Joël, qui travaille à côté de ses études en parallèle. Et du coup, voilà, il y a un bon mélange dans notre formation, aussi par les modes qu'on propose, mais entre le professionnel et un peu plus théorique, on va dire aussi. Alors Joël Caraca, justement, il y a une partie des étudiants qui peuvent suivre cette filière à plein temps, ici d'autres en cours d'emploi. Pour vous, c'est un avantage de le faire en emploi ou plutôt vous l'avez fait par besoin de travailler à côté? Alors, pour ma part, c'est un peu... il y a eu les deux, en fait. C'est non seulement, en fait, avant de commencer les études, j'avais justement déjà un parcours professionnel. J'ai fait un CFC, j'ai fait un brevet, donc j'étais déjà indépendant financièrement, donc j'étais contraint, on va dire, à faire cette formation en emploi. Et puis, au-delà de cela, la formation en emploi permet aussi de vraiment être professionnalisant. Et donc de mettre en pratique des éléments acquis dans le cadre des cours. Et c'est ce qui est assez intéressant dans cette forme-là, on va dire, d'études. Laura Winkenbosch, vous arrivez à dire plus ou moins, en général, les étudiants qui sortent de cette filière, vers quoi ils s'orientent dans le monde du travail? On va dire qu'on a des grands axes qui sont les principaux domaines de spécialisation de nos généralistes. Ils finissent, ils sont généralistes, mais on a un axe, on va dire, finance, comptabilité, audit. Les ressources humaines au sens très large, marketing et communication aussi qui emploie beaucoup nos étudiants de manière, on va dire, moins nombreuse. On a aussi des entrepreneurs, on les forme à ça. Et puis après, ça peut être des gens plus multicasquettes dans des petites structures qui vont devoir prendre le rôle de la personne qui connaît les finances et les RH et peut-être d'autres choses. Voilà. Et puis là, c'est vrai que depuis quelques années, on a intégré aussi la transformation digitale dans notre formation. Donc Joël fait de la finance, mais l'option qu'on a vue dans les négociales, c'est MEB, donc Management et e-Business. Et là, c'est aussi les métiers de demain qu'on est en train de... on prépare nos étudiants aux métiers de demain. Tout de suite, on passe à la seconde, ingénierie et gestion industrielle. Et m'ont rejoint pour en parler deux représentants, Jean-Michel Schulz, professeur et responsable de la filière ingénierie et gestion industrielle, et à côté de vous, Diego Villa. Vous êtes ancien étudiant et project engineer chez Proxim. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et peut-être pour découvrir plus précisément ce qui est enseigné durant les cours, on va d'abord se rendre dans une salle de classe avec Duja. Il est accompagné d'Axel, étudiant en 3e année. La HEIGVD, c'est une haute école qui fourmille de projets. Pour en parler, c'est Axel qui nous guide. Salut Axel. Salut, donc, je suis là pour présenter la filière ingénierie et gestion industrielle. Je suis en 3e année et puis on va faire un petit tour des différentes tables pour voir un peu ce qu'on fait et quels projets on exécute. On attaque? Avec plaisir. Alors ici au début, donc, on a des laboratoires, que ce soit ici par exemple on voit c'est de l'électronique. Donc d'électronique, on a de la chimie, matériaux, maths, physique, c'est très important pour tout ce qui est des sciences de l'ingénieur, etc. Donc voilà sur quoi on se penche en début de 1re année. Alors le deuxième projet, c'est ici en 2e semestre de 1re année, on fait tout ce qui est de la gestion de projet, donc les méthodes et les outils pour la gestion de projet. Donc on a un logiciel qui simule une gestion de projet sur lequel on reçoit des mails, on a des indicateurs, etc. Et puis c'est une simulation, donc c'est super sympa. On voit un peu comment ça se passe un projet de A à Z. Ici pour donc début de 2e année, on a beaucoup un gros module qui est tout ce qui est statistique et des capacités des instruments de mesure. Donc là on apprend à lire les graphiques de contrôle, on apprend à mesurer, à analyser des données. Voilà, c'est tout un gros module là-dessus et qui est vraiment très intéressant pour la suite dans l'industrie. Pour le 4e projet, c'est tout ce qui est de la simulation. Pour ce genre de projet, il faut déjà avoir le background qu'on a présenté un peu avant parce que on voit sur l'écran, c'est vraiment de la simulation de flux. On voit comment ça se passe avec des graphiques qu'on doit analyser. Et là, par exemple, il simule toute la chaîne de production de lampe de poche. C'est vrai que c'est lampe de poche? Bonjour, oui, ça va bien. Vous appelez comment?
Eli Belgamir. Et là, vous faites quoi ce matin? Alors, on monte des lampes de poche. Pour pouvoir refaire la simulation, on avait besoin de monter physiquement la lampe et puis évaluer les temps et pouvoir optimiser comment agencer les postes et puis voir ce qu'il y avait à optimiser potentiellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Axel, nous poursuivons avec un dernier projet. Donc ici, on est sur le poste de pilotage de gestion d'équipe et gestion des ressources humaines. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est que on est en train d'analyser une entreprise. En l'occurrence, c'est la fromagerie des Récits. On analyse vraiment tout ce qui est des processus métiers, des processus techniques et des processus de ressources humaines pour essayer de comprendre comment l'entreprise fonctionne et amener éventuellement des pistes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans une fromagerie? Et ça, c'est la grande question qu'on se pose justement actuellement. Mais justement, en analysant tous ces processus et en regardant la production, en essayant de comprendre aussi les équipes, comment elles fonctionnent, s'il y a des tensions, ou si ça va bien, ou à quel point ça impacte la production. Et éventuellement, en analysant ça, pouvoir essayer de donner des pistes. Oh, un jeune étudiant. Oui. Bonjour. Bonjour, Yves. Je redouble depuis 20 ans dans l'école. C'est vrai? Oui, absolument. Votre rôle ici? Alors, comme enseignant, et notamment dans le cadre de ce cours de pilotage d'équipe, management de projet. C'est quoi finalement votre travail? C'est surtout de sensibiliser les étudiants au fait que quand on amène des changements, il faut les vendre, il faut que les gens soient convaincus, il faut gérer des résistances, il faut aller intégrer ces résistances. Et d'où les cours de communication, les cours de management humain. Et là, un cours d'application qui intègre aussi bien la théorie que les dimensions pratiques. Ça fait longtemps que tu savais que tu allais faire ça comme métier, que tu avais envie d'aller vers ces domaines-là? Alors, j'ai d'abord fait un CFC dans la mécanique. Et après avoir vu une présentation de cette filière, j'ai su que c'était là que je voulais aller parce que c'est vraiment une filière qui est large. On touche à plein de choses, on se ferme aucune porte. Et c'est ça que je trouve qui est génial dans cette filière. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous. Vous l'applaudir, il est excellent. Jean-Michel Schultz, c'est une filière toute nouvelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer? Alors, on a été poussé par les milieux industriels. Depuis très longtemps, on forme des ingénieurs de conception qui sont particulièrement compétents. Et puis, les milieux industriels avaient besoin d'une ingénierie de production, c'est-à-dire de jeunes bien formés à l'amélioration continue et à l'excellence industrielle, l'excellence opérationnelle. Et donc, on avait besoin, pour alimenter le marché du travail, de jeunes dans ces fonctions qui soient capables de faire de la qualité, de la performance industrielle, de la logistique, de la supply chain, et puis de manager les différentes usines, les différentes manufactures. Diego Villa, alors vous êtes issu de la toute première volée de cette filière. Qu'est-ce qui vous avait motivé à la choisir? Oui, alors en fait, c'était presque un coup de cœur, si on peut le dire, parce qu'en fait, j'étais à la recherche d'informations déjà d'un côté beaucoup plus proche du milieu professionnel que du milieu académique, et je voulais surtout pas me retrouver dans une formation excessivement axée sur la recherche ou sur de la théorie. Et après, d'un autre côté, j'ai recherché aussi un métier plus large, un métier où un ingénieur est obligé d'avoir une vision beaucoup plus globale d'un système, au lieu d'être juste un spécialiste dans son petit coin. Et forcément, quand on met ces deux seulement ensemble, on retrouve la filière de gestion industrielle ici à la CIG. On a vu dans la vidéo que les cours étaient très variés, avec beaucoup de techniques en première année et de plus en plus de gestion et de management les années suivantes. Et est-ce que l'un est plus important que l'autre ? Alors non, justement, il va falloir trouver un équilibre entre ces différentes composantes. C'est une formation qu'on appelle transverse, avec une grande polyvalence et une grande polycompétence, et on peut pas dire que l'un doit emporter sur l'autre. Au contraire, on doit réussir à trouver un optimum optimorum pour l'ensemble de ces caractéristiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient logistiques. Alors un exemple concret, votre cas, votre métier exactement, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Alors, moi, aujourd'hui, je suis consultant en optimisation et simulation. Ça veut dire que moi, je me retrouve à prendre un système réel, un système physique, le représenter dans une vision 3D et amener des changements là-dessus. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que souvent, ce genre de projets sont très vite perçus comme des projets où on va supprimer des postes de travail, où on va interagir avec les opérateurs pour leur serrer encore plus les vis. Et finalement, tous ces cours de gestion, de compétences, de communication permettent de pouvoir piloter en fait le change management, qu'on parle beaucoup. C'est cette façon d'appréhender la personne, de la mettre à nouveau au cœur du projet, même si on parle de la digitalisation, pour finalement pouvoir vendre, comme disait notre professeur, les projets aux opérateurs
et se retrouver finalement avec une réussite autant en interne que dans le point de vue plus humain, en fait. Et Jean-Michel Schulz, on va revenir peut-être plus concrètement sur l'organisation de cette filière. Sur les 2 dernières années, il y a des options, des orientations à choix. Quelle est la différence? L'objectif de cette filière, c'était vraiment de couvrir parfaitement tout le domaine de l'ingénierie industrielle. Et c'est vrai qu'on offre ici à Yverdon 2 orientations. La première, QPI, qualité et performance industrielle, elle va vraiment se dérouler dans l'optimisation industrielle à l'intérieur de l'usine. Et puis la deuxième orientation, ça va être logistique et organisation industrielle. Alors là, on est plus sur une vision macro. Cette fameuse usine, une fois qu'elle est optimisée, performante, il faut encore qu'on arrive à l'alimenter correctement et puis qu'elle puisse distribuer les produits correctement. Et donc, on va venir couvrir toute cette partie-là. Et toujours donc ces modèles très concrets. D'ailleurs, Jean-Michel Schulz, en dernière année, le travail de bachelor s'effectue en entreprise. C'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, où les entreprises accueillent volontiers ces étudiants en bachelor. Alors, on a un réel savoir-faire sur ces travaux de bachelor en entreprise, puisque on les exerçait déjà dans la filière précédente qui était ingénierie de gestion. Effectivement, ces travaux sont indispensables pour nous. Nous, notre terrain de jeu, c'est l'industrie. On peut former, on peut faire un certain nombre de simulations, mais à un moment, il faut aller dans la vie réelle. Et la vie réelle, c'est l'usine, c'est l'industrie. Donc, nos étudiants ont tous cette expérience professionnelle dans l'industrie. On est, je dirais maintenant, bien connu par les industriels. On a beaucoup plus de sujets que d'étudiants actuellement, donc c'est un appel à candidature. On a vraiment, sur cette filière-là, une demande industrielle, une employabilité de nos étudiants, et donc une demande qui est très très forte, et on arrive à les couvrir. La prochaine filière qui va nous intéresser, les systèmes industriels. La HEIG VD avec les systèmes industriels. Michael Krumman, bonjour. Bonjour. C'est quoi les systèmes industriels? C'est conception de machines, donc mécanique, orientation mécanique, donc ils sont capables de concevoir des machines, des petites, des grandes machines, des systèmes de test pour l'horlogerie, pour la machine-outil. Ils sont très très polyvalents. La machine-outil, les fameux tours automatiques qui ont fait la célébrité de l'Arc jurassien. Par exemple. J'ai l'impression que tous les étudiants, moi c'est ça qui m'a frappé, ils sont ultra impliqués dans ce qu'ils font. Ah oui. Pas forcément de glandeur, de tir au flanc. Les gens qui sont ici savent pourquoi ils sont ici. Oui. En général, ils savent pourquoi ils sont ici. Ouais. Il y a de l'avenir là-dedans, on se développe à fond, il y a des nouvelles industries qui arrivent, vous devez chaque fois coller au développement technologique. Comment ça se passe? Comment on fait pour rester en phase avec la réalité? On a pas mal de programmes de recherche aussi en parallèle. Donc, dans les cours, on essaie d'appliquer aussi des exemples de recherche on travaille beaucoup par projet. Donc, les projets sont souvent liés à des programmes de recherche. Donc, c'est comme ça qu'on reste compétitif. Merci beaucoup, Michael Krumman. Merci à vous. On va failli avoir un fou rire. Ouais. Bonjour Yves. Bonjour. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Alors on est en salle de robotique où des étudiants bénévoles s'impliquent dans un grand projet de robotique pour un concours qui aura lieu au mois de mai. Donc c'est un concours international. Et puis ils ont encore 2 mois pour avoir un robot qui marche. Mais il doit faire quoi le robot? Alors le robot il doit affronter l'autre robot et puis marquer des points. Donc ils doivent aller chercher des échantillons, ramener des échantillons et les exposer dans une vitrine. Selon la discipline qu'ils étudient, leur façon de concevoir des robots peut être différente? Ah ouais, complètement différente, ouais. C'est ça qui est intéressant. Exactement, ouais. Et puis c'est la première fois qu'ils se confrontent réellement où ils voient une autre facette du métier. Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, vous vous appelez? Océane. Océane, vous faites quoi précisément? Je suis en train d'essayer de débugger un système qui va être intégré au robot. Au début du match, on doit sortir un élément du robot et faire en sorte qu'il démarre à ce moment-là et on n'a plus le droit à aucune interaction avec lui, donc plus de communication et il doit être autonome. Du coup, le but, c'est de développer un système où on peut facilement enlever un élément et faire en sorte que le robot il démarre. La nuit, vous rêvez en code? Non, pas vraiment, mais j'aime beaucoup ça, donc j'en fais pas mal. De la robotique, on attend toujours de voir si ça va fonctionner. Le suspense est insoutenable. Ah, ça fonctionne! Ça fonctionne! Bruno, vous faites quoi exactement? Nous, on est l'équipe informatique, donc on s'occupe de faire l'intelligence du robot. Donc comment il va se déplacer, comment il va gérer les activations des différents bras ou extensions. On voit les morceaux de scotch sur la table. C'est juste en gros
comme si c'était des murs. Et on a une balise, là, le truc noir au-dessus du robot, et c'est son point d'orientation. Et donc du coup, il va normalement essayer de se balader sur la map en évitant les obstacles, mais que de son centre en fait. Donc il va les contourner un petit peu. Comment est-ce qu'on crée un algorithme? Avec de la patience. Non, mais c'est des maths en vrai. C'est vraiment. Il y a un algorithme connu qui s'appelle Astar. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans les jeux vidéo, etc. Donc je me suis basé dessus, puis juste repris à notre sauce comme on en avait besoin. Il s'appelle comment? Enfin, pour le moment, il n'a pas vraiment de nom. Il n'a pas de nom. Pour le moment, on l'insulte plus qu'on lui donne un nom. Donc il y a une tête ferraille qui se déplace. Voilà, exactement. Donc du coup, on lui avait donné comme objectif d'aller là-bas. On voit qu'avec son centre, il a esquivé les bouts scotch. Et du coup, je suis accompli. Exactement. Ouais. Et on parle donc de cette filière système industriel avec 3 étudiants qui m'ont rejoint. Issa Tevna, Fabrice Grubel et Céline Moreau. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Tous les 3 étudiants en 3e année. Alors, il faut le relever. Vous êtes venus sans prof. C'est, je crois, une des seules filières où on vous a envoyé représenter la team système industriel. Voilà, juste des étudiants. C'est déjà un beau signe de confiance en soi de pouvoir envoyer les étudiants eux-mêmes représenter la filière. Ça vous fait plaisir? Oui, beaucoup. Ça vous stresse peut-être un peu, Issa Tevna? Oui, ça me stresse beaucoup. Tout va bien se passer. Vous êtes tous les 3, vous répondez qui veut. Peut-être racontez-nous votre parcours qui vous a amené à la HEI-GVD. On a beaucoup parlé des études, des stages, du bachelor et de ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait avant la HEI-GVD, par exemple, vous, Issa Tevna? Alors, moi, avant la HEI-GVD, j'ai fait le gymnase. Et puis, après le gymnase, j'ai essayé de me lancer à l'EPFL en architecture. Et puis, pour finir, j'ai fait l'année préparatoire ici à l'HUIG, la PFI, pour ensuite venir dans ma filière système industriel. Pareil pour vous, Fabrice Grubel? Oui, exactement. Donc moi, c'est comme Madame Tevna. J'ai fait aussi un passage à l'EPFL en génie mécanique. J'y ai passé 2 ans. Ça n'a pas marché. Et puis, j'ai fait une année préparatoire MCT au CPNV pour ensuite me retrouver ici en système industriel. Céline Moreau? Alors moi, j'ai tout simplement fait le gymnase, puis la PFI ici comme Madame Tevna. Et pour finir, je me suis retrouvée ici. Très bien. Alors pourquoi vous avez choisi, on sait qu'il y a 9 filières dans la HEI-GVD, on va les présenter encore jusqu'à 19h45, c'est le programme de ces portes ouvertes aujourd'hui. Pourquoi celle-ci en particulier, système industriel ? Alors moi, j'étais toujours intéressée par le dessin technique, donc c'est pour ça que j'avais choisi d'abord architecture. Mais après, je pensais plutôt aller en ergonomie à Neuchâtel, et en faisant l'année préparatoire ici, on a eu des présentations de différentes filières et je sais pas, j'ai eu le coup de cœur et puis voilà, donc je me suis lancée dans cette filière où on a beaucoup de dessin technique. Ce coup de cœur, vous pouvez nous le décrire peut-être pour le transmettre aux personnes qui nous regardent en ce moment et qui sont justement en train de réfléchir à la filière qu'ils aimeraient choisir? Alors, je dirais que cette filière, elle a un bon équilibre entre un peu le fun et le technique. Donc, le technique, on regarde si les choses tiennent debout, si ça fonctionne. Puis le fun, c'est d'apporter un peu de soi dans nos différents projets, d'avoir ce côté un peu créatif. Du coup, je trouve que c'est un bon équilibre entre le fun et le technique. Fun et technique, Fabrice Grubel, je vous vois sourire, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Moi, c'était surtout, j'ai fait le PFL du coup que j'ai pas réussi. J'ai quand même adoré la mécanique là-bas, donc je voulais continuer dans ça ici. Et puis, j'aimerais bien me lancer dans l'aéronautique. Donc, je me suis dit, go système industriel. Céline Moreau, de votre côté aussi, c'est ce qui vous a amené à cette filière? Oui, exactement. Et puis, le fait de pouvoir soit concevoir un nouveau concept ou améliorer aussi un concept qui est déjà présent, comme dit Issa, Madame Tevna, le fait de mettre un peu de soi dans chaque concept, projet. Et puis Fabrice Grubel, vous avez fait, je crois, un semestre d'études à l'étranger. Comment ça s'est passé? Donc oui, exactement. Je suis parti à l'étranger. Je suis allé à Cardiff, au Pays de Galles. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là-bas, il faut s'imaginer, c'est un peu différent de la HEIG. Tout est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus d'associations. Donc c'est la HEIG, mais en beaucoup plus grand. Et puis, tout simplement aussi devoir parler anglais. Ça m'a beaucoup appris là-bas. Et puis je pense que dans ma vie future, ça m'apportera aussi beaucoup. C'est quelque chose qui a été facile à concilier avec la HEIG ou c'est vraiment une démarche très personnelle et compliquée?
Non, alors la responsable de filière m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment eu l'impression que la HEIG nous poussait vraiment, enfin nous aidait beaucoup à y aller. Et donc j'ai vraiment pas du tout eu de difficultés pour toutes les démarches administratives. Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans la HEIG? Alors, on a vu pendant ces portes ouvertes cet après-midi plein d'applications pratiques, des machines, des robots. En ce moment, ce qui vous occupe là, ce semestre, c'est quoi par exemple? Alors ce semestre, on est les 3 en train de faire notre travail de bachelor. Puis moi, je fais un travail de bachelor qui est plutôt sur le traitement sur des matériaux. Donc Oui, donc pour moi, je travaille avec une entreprise au Y Park à Yverdon. Donc je fais un partenariat avec eux directement. Et puis sinon, comme cours, j'ai pris beaucoup de cours tout ce qui est impression 3D. Donc je trouve ça juste exceptionnel de voir qu'on peut fabriquer quelque chose en imprimant. On a vu d'ailleurs, vous avez un Fab Lab à l'intérieur de l'école, donc un local où on peut venir modéliser des prototypes, jouer avec des imprimantes 3D, voilà, qui est ouvert à tous les étudiants, pas seulement à vous dans votre filière de systèmes industriels. Céline Moron, peut-être un dernier mot aussi de votre côté, ce que vous aimez faire dans cette école? Alors du coup, personnellement, moi je participe au club de robotique et en ce moment c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps dans ce labo de robotique parce que le concours approche à grands pas. La Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud nous reçoit avec Adrien Gressin. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors moi je suis professeur de photogrammétrie et télédétection. Alors la photogrammétrie, ça va consister à prendre des photos pour reconstruire en 3D. Typiquement on va utiliser des drones pour voler au-dessus d'un territoire ou d'un bâtiment et puis modéliser ce bâtiment ou cet environnement en 3 dimensions. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah ouais, il fait beau, on peut donc s'adonner à différentes activités de plein air, dont notamment la vôtre. C'est quoi? Alors là, c'est travailler sur un projet où on essaye de mettre en station cet élément-là, une station totale, juste en visant un drone. Donc tout ça automatiquement depuis un attel. C'est quoi une station totale? C'est un tachyomètre. Un tachyomètre, c'est quelque chose qui mesure des angles et des distances. Et pourquoi on appelle ça une station totale? Parce qu'elle est robotisée. Il y a un ordinateur à l'intérieur qui stocke tout, qui fait des calculs. On va assister à une petite démonstration. Qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on a un micro-ordinateur qui est là-bas, qui est connecté à cet instrument qu'on appelle une station totale. On va se connecter avec un attel sur le micro-ordinateur. Et puis en fait, on va piloter la station totale qui va faire les mesures sur le drone qui est là-bas. Alors, à l'attaque. À l'attaque. Bon vol. Merci. Quelle est l'application de ce genre de développement? C'est essentiellement le monitoring, toutes les mesures appliquées au travail de géomètre. On a un premier prototype qui fonctionne bien. On a encore une phase de miniaturisation où on va essayer de miniaturiser tout le prototype pour que ce soit utilisable le plus facilement possible. Autre domaine d'enseignement, c'est? Donc je disais la télédétection. Donc télé, on est à distance. Là, l'idée, c'est d'utiliser du satellite pour cartographier. Ça pourrait être des rhinocéros. Hein. Bon, après, il faut des gros rhinocéros quand même pour les voir depuis le satellite. C'est utilisable dans quel domaine? Agriculture, mais encore? Aménagement du territoire? Aménagement du territoire aussi, l'environnement. On peut cartographier des glissements de terrain, par exemple. On peut aussi, par rapport au cadastre, mettre à jour le cadastre. Il y aura plein d'applications comme ça variées. Ouais. Si vous deviez inciter des jeunes à investir cette filière-là, vous leur diriez quoi? On a la joie d'aller sur le terrain, de faire des missions terrain, donc profiter du soleil dehors pour faire des relevés, de la mesure, de précision, etc. Mais on a aussi une partie d'informatique, donc on est à la pointe de la technologie, on va utiliser des drones, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, pour extraire des informations de nos données. Donc il y a la partie terrain, la partie bureau, plein de choses intéressantes. En archéologie aussi? Oui, on fait des choses variées. On va faire des modèles 3D pour les archéologues ou modéliser en 3D des grottes pour faire des reproductions, par exemple, grandeur nature. On a des travaux de ce genre aussi. Ouais. Salut, ça fait longtemps que tu étudies à l'école. Est-ce que tu aimerais voler, s'il te plaît? Pas très bavard, hein? Je crois qu'il est bernois, en fait, d'origine. On va le laisser. Je suis pas sûr qu'il soit d'excellente humeur. Ouh là là. Reviens, on fait un baby-foot au chill-out. Alors Bertrand Canel, est-ce qu'il a réapparu ce drone?
Oui, non, on l'a retrouvé, tout est bien, et on a pu continuer à travailler avec. On a entendu parler de rhinocéros traqués par satellite. C'était pas un exemple au hasard. On verra plus tard que ça existe. C'est un projet environnemental très très sérieux qui a lieu. Bertrand Canel, les préoccupations justement d'environnement, ça fait également partie aujourd'hui de la géomatique. Oui, exactement. Surtout qu'en fait, comme on l'a dit, à la fois à travers de drones, c'est des capteurs qui coûtent de moins en moins cher, ce qui fait qu'on va pouvoir aller facilement cartographier une zone de danger naturel, un glissement de terrain, mais également aussi avec de capteurs, que ce soit thermiques ou autres. Nous, on est vraiment utilisateurs de ces capteurs. On va pouvoir cartographier éventuellement de la pollution, des isolats de chaleur. Donc, on a vraiment des applications dans toutes ces thématiques-là pour prendre les mesures du terrain, pour pouvoir ensuite faire les diagnostics et puis faire des corrections de ces modèles-là. Alors Célia Riesen, vous êtes ancienne étudiante, vous êtes maintenant dans le monde du travail spécialisée dans la construction infrastructure. Vous manipulez aussi, vous, tous ces outils qu'on vient de voir, ou c'est plus sur carte, sur plan, dans un bureau? Alors moi, là, je suis vraiment dans la mobilité, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que la construction, ça sera vraiment sur des plans et principalement sur des plans si on fait de la planification. On peut aussi faire de l'exécution où là, ça sera du coup plus sur le terrain et sur les chantiers. Mais du coup, moi, dans la mobilité, j'utilise beaucoup moins ces technologies quand même. C'est beaucoup des cartes. Pour tout ce qui est géodonnées, des cartes géoréférencées, ça oui, on utilise, mais pas forcément technologique. On prend ce qui existe, des guichets cartographiques cantonales ou de ville. Et après, c'est beaucoup des esquisses qu'on fait juste avec un crayon sur une feuille. Et voilà, beaucoup de visites de terrain aussi. C'est toujours très important de connaître l'endroit où on veut travailler avant de pouvoir l'étudier. Et voilà, c'est vraiment des études de variantes, de concepts pour pouvoir proposer quelque chose de mieux souvent à des communes ou à des privés. On va tout de suite rejoindre, enfin plutôt vont nous rejoindre deux représentants de la filière génie électrique. Et afin de comprendre les applications concrètes de la matière enseignée, je vous propose de découvrir tout de suite cette interview de Stéphane Château. Il est ingénieur et collaborateur recherche et développement à la HEIG VD. Lorsqu'il était étudiant dans l'orientation électronique et automatisation industrielle, il a pu développer un système qui fonctionne avec de la réalité virtuelle et qui peut être utile aux industries, notamment horlogères. Stéphane Château, bonjour. Vous êtes ingénieur ici à la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud. Vous faites quoi précisément? Alors moi je travaille sur des projets pour l'industrie. Je développe des systèmes demandés par une industrie qui est basée dans le canton de Vaud. J'ai développé un système pour une entreprise de la région. Et en fait ça consistait à entraîner un opérateur sur une opération qui est à risque en fait. L'opérateur, c'est difficile de l'entraîner quand il y a des risques de casser une pièce qui coûte cher. Et donc le but, c'était de lui permettre, avec la réalité virtuelle, d'apprendre à réaliser la séquence et ne pas avoir de problème s'il lâche une pièce ou comme ça. Et donc ça le protège et ça protège l'entreprise de coûts supplémentaires. Donc j'ai réalisé pour Medtronic, c'est donc des pacemakers. Et j'ai aussi réalisé une autre pour de l'horlogerie, c'est l'assemblage d'une montre. Il y a d'autres applications possibles dans d'autres domaines? Oui, après on peut vraiment l'étendre ce projet à n'importe quel domaine qui a besoin d'entraîner un opérateur qui soit à risque ou comme ça. On parle beaucoup de métaverse. Vous pensez qu'un jour on travaillera tous dans un monde virtuel, en faisant des rencontres virtuelles? Peut-être le monde professionnel, ouais, on aura peut-être besoin de réalité virtuelle. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, là, on a beaucoup fait de conférences, tout ça, on a pris l'habitude et peut-être que ça permettrait d'avoir un lien un peu plus proche avec le métaverse, avec une réalité virtuelle. Vivre dans un monde virtuel, c'est quelque chose qui vous intéresse en tant qu'ingénieur, ou alors il faut savoir faire la part des choses? Non, il faut faire la part des choses. Le monde virtuel, peut-être dans un domaine professionnel, permet de nous d'être plus proches si on travaille avec des gens très éloignés sur la planète. Mais à côté de ça, je pense que vraiment c'est beaucoup plus intéressant de rester dans le monde réel quand même. Merci Stéphane Château. Merci à vous. Bonsoir Luc Bossonnet. Bonsoir. Vous êtes professeur responsable de cette filière génie électrique et à côté de vous, Grégory Engui, vous êtes assistant académique. Bonsoir à vous. Bonsoir.
Alors, génie électrique, on va prendre le temps, ça recouvre plusieurs thématiques. Il y en a 3, énergie et transition énergétique, digitalisation et communication, et automatisation et industrie, voire industrie 4.0, on verra ce que ça veut dire. On va commencer par le premier, dans l'ordre. Alors, énergie et transition énergétique. Luc Bossonnet, qu'est-ce que c'est exactement que cette Alors, thématique? au fait, ces 3 thématiques correspondent aux 3 orientations, aux 3 spécialisations qu'on a dans cette filière. Et donc, la première, qui concerne donc les systèmes énergétiques, touche effectivement à toute la problématique de l'énergie, qui est une problématique donc d'actualité brûlante, de la production, à la distribution et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et donc, l'enseignement qu'on donne à nos étudiants aborde évidemment aussi cette thématique-là. Alors un exemple peut-être concrètement, Grégory Engui, dans énergie et transition énergétique, qu'est-ce qu'on fait ici à la HEIG? Alors, Grégory est plus donc l'étudiant donc de l'orientation donc électronique embarquée et mécatronique. Alors on y viendra tout à l'heure. Donc c'était pas pour vous piéger, je vous rassure. Donc en énergie, donc on aborde donc les aspects donc par exemple de production d'énergie électrique, donc production renouvelable ou non renouvelable, des aspects donc de conversion d'énergie, donc d'électronique de puissance qui sert à convertir l'énergie d'une forme, par exemple alternative, en une autre forme, DC, pour par exemple charger un véhicule électrique, et finalement l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le domaine industriel et aussi dans le domaine privé, pour ne pas gaspiller cette énergie, mais d'utiliser à bon escient. Et là, on a des cours donc qui montrent aux étudiants comment dimensionner un système pour qu'il soit énergétiquement efficace. Voilà, pour éviter toute comment on peut dire gaspillage. Gaspillage effectivement énergétique. Alors on va passer à la deuxième thématique, digitalisation et communication. Toujours avec vous, Luc Bossonnet. On imagine, on a déjà parlé de digitalisation dans le monde de l'entreprise tout à l'heure. Il y a des besoins évidemment croissants dans ce domaine. Oui, tout à fait. Donc c'est un domaine aussi d'actualité. Et c'est un domaine que nos étudiants étudient aussi dans différents cours, donc des cours de micro-informatique, d'informatique 1, informatique 2, donc des cours de programmation, aussi des cours de système logique, donc c'est des cours de base. Et ensuite, il y a des cours plus spécialisés comme système à microcontrôleur ou système de radiofréquence, que Grégory a donc pu suivre, et il a pu faire des projets dans ce domaine-là, qui sont des cours plus pointus dans ce domaine de l'électronique embarquée qui touche évidemment à la digitalisation. Alors, exemple Grégory Engui de ce que vous avez fait dans ce domaine? Oui, alors effectivement, on pourrait déjà tout d'abord citer effectivement mon travail de bachelor, qui était, le but était de faire une rame de standing paddle connectée, qui était pour une personne qui était apparemment très forte dans ce domaine-là et qui voulait pouvoir quantifier en fait son entraînement pour s'assurer qu'il effectue bien le bon mouvement, qu'il n'y ait pas de fatigue dans le temps, etc. Donc on a dû développer une rame qui permettait de mesurer l'effort appliqué sur cette pagaie pour ensuite transmettre les données à un smartphone pour pouvoir ensuite résumer et faire un vrai suivi de son entraînement. Donc c'est l'équivalent ultra perfectionné du bracelet connecté, du podomètre pour compter ses pas, où là on a l'effort, les mouvements, tout ça qui arrive sur le smartphone. Typiquement dans cet exemple, c'est le sportif en question qui cherche quelque chose, un outil pour l'aider à développer ses performances et qui s'adresse à l'école, ou c'est vous qui connaissiez peut-être quelqu'un et qui avait eu cette idée pour mettre en pratique un projet? Non, dans ce cas-là, c'était effectivement cette personne-là qui était venue vers l'école pour proposer effectivement ce projet-là, qui a été accueilli à bras ouverts, et puis qu'on a pu développer, du coup, réaliser ce travail de bachelor pour lui, et ça a été, à mon sens, bénéfique pour tout le monde. Et donc c'est quelque chose maintenant qui est utilisé, en tout cas par cette personne encore, voire par d'autres? C'est effectivement déjà utilisé par cette personne, et ensuite les diverses, ce qu'on va appeler briques technologiques qu'on a pu mettre en place pour ce projet-là, est ensuite réutilisé pour d'autres projets.
Je peux citer effectivement dans le cas d'antennes particulières faites sur mesure pour qu'elles fonctionnent dans un milieu donné. Typiquement pour l'exemple de la rame connectée, on a l'appareil qui est en immersion dans l'eau, donc on a dû protéger l'électronique, la noyer dans une résine. Et cette résine-là impacte directement les antennes qui ont pour fonction de communiquer. Et dans ce cas-là, il est nécessaire de réaliser des antennes particulières, customisées, pour qu'elles fonctionnent dans cet environnement donné. Et cette technologie-là, on la réutilise ensuite dans d'autres projets. Automatisation et industrie 4.0, Luc Bossonnet, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu dans l'exemple, donc c'est la 4e révolution industrielle dont on parle, qui met en avant donc les nouvelles technologies, donc la réalité virtuelle, mais aussi la communication, donc la transmission de données entre machines pour coordonner la production. Et donc, c'est un domaine effectivement passionnant qui fait appel à toutes ces nouvelles technologies et qui fait aussi appel à beaucoup de compétences dans le domaine de l'informatique. Mais c'est de l'informatique appliquée au domaine industriel, au contrario de l'informatique, je dirais, générale, qui est peut-être un peu plus abstraite. Donc là, c'est quelque chose de très concret. Nous allons maintenant découvrir la 6e d'entre elles, informatique et système de communication. Et 3 personnes m'ont rejoint pour en parler de cette filière informatique et système de communication. Vincent Péris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du département technologie de l'information et de la communication. À vos côtés, Pierre Donini. Bonsoir. Professeur et responsable de la filière informatique et système de communication. Et puis Émilie Bressou, étudiante dans le mode PIBS. Oui, bonsoir. J'ai bien prononcé PIBS. C'est tout juste. Oui. Voilà, vous nous direz ce que c'est parce qu'évidemment, dit comme ça, c'est pas forcément très clair. Alors peut-être Vincent Péris pour commencer, c'est quoi ingénieur en informatique et système de communication pour faire le plus simple possible? Alors l'ingénieur en informatique et système de communication est au cœur de la transformation numérique, notamment en ce qui concerne le développement des briques technologiques de base qui animent toutes les solutions innovantes et créatives qu'on peut trouver dans les apps, les solutions logicielles, les infrastructures, le réseau qui nous amène toutes ces informations et tous ces services de qualité. Professeur Donini, on a entendu l'exemple, Vincent Péris parlait des applications pour smartphone. Alors on voit tous évidemment ce que c'est. Les étudiants qui arrivent chez vous, c'est ça, ils veulent tous créer l'app que tout le monde aura sur la première page de son smartphone demain? Non, pas forcément en fait. Il y en a certains qui effectivement ont ce but-là, des étudiants qui sont intéressés par le mobile, par le web, mais ils ont tous des profils un peu différents et certains vont être fascinés par un domaine de l'architecture logicielle, d'autres vont être fascinés par l'informatique embarquée, faire des drones qui vont filmer des trucs. On va recoder des images et puis c'est la créativité de chaque étudiant qui donne le sucre de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Alors on va prendre l'exemple d'Émilie Bressou puisque vous êtes avec nous. Vous-même, donc c'est PIBS, qu'est-ce que c'est? Alors, la formation PIBS, ça permet donc à certaines personnes qui n'ont pas forcément un CFC dans le domaine de l'informatique. Donc, par exemple, pour moi, j'ai la maturité gymnasiale et je n'aurais pas pu entrer en fait s'il n'y avait pas cette formation. Il y a le projet LORINO qui nous montre les différentes compétences qui peuvent être acquises au sein de la formation information de la communication, technologie et information de la communication. Écoutez ces 3 professeurs qui vous expliquent tout cela. En léger direct des portes ouvertes de la HEIG VD, nous sommes ici à la filière informatique et système de communication avec le professeur Jürgen Ehrensberger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notamment responsable d'un projet relatif à l'écologie et aux rhinocéros. Qu'en est-il? Les rhinocéros noirs sont actuellement en voie d'extinction, donc il faut les protéger des dangers, mais aussi des braconniers. Alors, tous les 18 mois, dans les réserves naturelles, en Afrique du Sud en l'occurrence, on coupe la corne des rhinocéros pour les rendre inintéressants pour les braconniers. Et c'est à ce moment-là qu'on colle notre capteur sur le tronc de la corne pour pouvoir suivre les rhinocéros en temps réel. Pourquoi développer ce genre de projet dans l'écologie particulièrement? Les jeunes y sont sensibles?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi la beauté de l'informatique, parce que finalement, l'informatique, on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Si l'écologie vous intéresse, vous pouvez faire l'informatique et l'appliquer à l'écologie. Si la santé vous intéresse, vous pouvez vous spécialiser dans le domaine de l'informatique pour la santé. C'est une force de notre formation, parce que on voit la théorie au cours, mais on voit toujours la partie pratique lors des laboratoires. Votre domaine de prédilection, c'est quoi précisément? Alors, personnellement, moi, je travaille dans le domaine des réseaux et systèmes, donc j'enseigne aussi dans cette orientation. Et pour ce projet-là, on a équipé la réserve naturelle avec un système de transmission sans fil. Donc le capteur ici, il transmet les données sans fil, et dans la réserve, il y a plusieurs antennes qui nous permettent de recevoir ces données-là. Et ça montre justement l'importance aussi d'étudier ces technologies-là. Donc à la HCGVD, on enseigne les technologies des réseaux, on enseigne les infrastructures, comme par exemple les infrastructures cloud, pour réaliser des systèmes informatiques complexes. Jürgen Ernstberger, on vient d'illustrer réseau et système, mais il y a d'autres orientations dont vous êtes en charge. Tout à fait. Donc, on a aussi l'orientation informatique logicielle, par exemple, qui s'occupe du développement de logiciels. Dans le projet Lorino, nous avons dû développer une interface web, ici, qu'on voit ici, qui s'adresse au personnel de la réserve naturelle et aussi aux biologistes qui veulent analyser le comportement du rhinocéros. Donc ici, on affiche la position des rhinocéros sur une carte géographique. Les petites couleurs, c'est quoi? Ce sont les différents rhinocéros. Donc chaque rhinocéros a sa couleur, comme ça on peut les distinguer. Et je crois que ça marche. Donc si on clique sur un point, on voit aussi à quel moment on a pris la position. Une autre orientation encore? Une autre orientation est la sécurité informatique. Donc maintenant, dans l'informatique, tout le monde sait qu'on ne peut pas négliger la sécurité. Donc la sécurité est devenue quelque chose qui est très important. Et ici, dans le projet Lorino, évidemment, il faut aussi sécuriser la transmission des données via le réseau LoRa, parce que si un braconnier pourrait intercepter les données, il saurait où se trouve le rhinocéros actuellement, quelque chose qu'on veut absolument éviter. HEIG-VD et l'immersion avec Romuald Mosqueron, professeur, bonjour. Bonjour. On va parler des systèmes informatiques embarqués, c'est quoi? Alors, les systèmes informatiques embarqués, il faut imaginer que c'est pas un gros PC. C'est quelque chose justement qu'on va avoir qui est portable. Donc une montre, des petits systèmes qu'on va pouvoir justement transporter, système mobile, pour justement analyser les données et puis les transmettre. Si on prend le projet des rhinocéros, on n'a pas envie de mettre un PC sur la corne. Donc on va mettre un PC miniature sur la corne. J'ai justement cet exemple dans la poche. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour transmettre les informations. Donc les coordonnées du rhinocéros, tout ce qui doit être communiqué. Et puis on peut les transmettre. Donc là, on a vraiment miniaturisé les choses. Lorsque l'on met ce genre de balises sur des têtes de rhinocéros, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des interactions avec les ondes cérébrales? Si vous voulez, on peut essayer juste après et puis voir avec vous si ça marche. Moi, je pense qu'il y a déjà des interactions cérébrales. Ah, c'est possible. C'est peut-être pour ça que ça marche plus, alors. Andrés Pérez, responsable notamment de l'orientation de l'ingénierie des données, qu'est-ce donc? Aujourd'hui, on génère des données lors de toutes nos activités. Et le but de cette orientation est de pouvoir créer de la valeur et donner du sens à ces données. Un exemple concret? Par exemple, dans le cas des rhinocéros, on extrait des données des capteurs qui sont installés sur le rhinocéros. On a aussi des données qui sont fournies par des satellites. À l'aide de ces données, on arrive à extraire des connaissances par rapport au comportement des rhinocéros, par rapport à leur habitat, la disponibilité de la nourriture, ses endroits préférés, etc. Dans le public, on parle plutôt d'intelligence artificielle. Pour nous, c'est des techniques en fait qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, c'est des techniques qui sont un peu à cheval entre l'informatique et puis l'analyse des données grâce à des outils comme les statistiques, les maths, etc. Ce que je voulais vous dire, il faut être bon en maths. Alors, pas seulement en maths, aussi en informatique. Il faut en fait avoir un esprit de chercheur aussi, parce qu'il faut mettre en place des expériences avec les données, où on imagine en fait qu'est-ce qui peut prédire quoi, etc. Merci beaucoup. Lorino, Vincent Péris, avant cette vidéo, on entendait Émilie Bressou nous dire qu'elle faisait partie du programme PIBS. C'est quelque chose d'assez nouveau, qui est en fait de mettre de la pratique dans le bachelor pour quelqu'un qui n'avait pas forcément les prérequis pour entrer à la HEIG. Vous êtes la seule filière actuellement qui teste ce programme PIBS. C'est quelque chose d'important, ça ouvre plus de portes et c'est intéressant.
Oui, absolument, parce que effectivement, c'est un programme qui est mis en place par la Confédération et qui concerne notamment l'informatique, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une pénurie. Les entreprises cherchent des talents et l'idée de ce programme, c'est d'encourager le plus possible de jeunes à s'y intéresser. Notamment, il se trouve que les gymnasiennes et les gymnasiens, tel qu'il en était le cas d'Émilie il y a quelque temps, ne peuvent pas rentrer directement sans faire une passerelle. Et là, l'idée originale, c'est de leur dire, vous pouvez acquérir cette pratique qui est nécessaire, qui est un ingrédient clé de la formation professionnalisante qu'on offre. Ils acquièrent cette pratique tout en étant à temps partiel dans une entreprise qui les accueille pour un stage à longue durée, et l'autre temps partiel, c'est les études. Donc il y a un peu ce que j'aime bien avec ce modèle-là, c'est qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes. J'étudie, je vois l'entreprise, je sais pourquoi j'étudie, je découvre des choses de part et d'autre, et à la fin du cursus, non seulement j'ai un bachelor en poche, mais j'ai aussi cette expérience industrielle sur la durée de mes études. Peut-être un dernier mot, Pierre Donini. On a là Émilie Bressou qui représente les femmes aussi dans cette école HEIG. C'est toujours un enjeu d'essayer d'augmenter la population d'étudiantes dans ces écoles d'ingénieurs, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une parité Non, la parité est loin d'être atteinte. C'est un but qu'on poursuit et que Vincent poursuit activement pour essayer de sensibiliser les jeunes en général, mais les filles en particulier. Les métiers d'ingénieur sont ouverts à toutes, et il y a encore beaucoup de chemin, et c'est du chemin qu'il faut faire en amont de chez nous, dans les cursus obligatoires. Montrer que l'informatique, c'est peut-être plus facile à appréhender que des métiers qui sont vraiment perçus comme plus manuels. Là, tout le monde peut faire de l'informatique relativement facilement, et c'est un enjeu quand même, et un réservoir pour nous qui est énorme. Énergie et technique environnementale. Bonsoir Roger Rotisberg. Rotisberger. C'est égal. Toutes les façons de le dire, professeur et responsable en tout cas de cette filière énergie et technique environnementale. À côté de vous, Rogerio Arvela, bonjour. Bonsoir. Enfin bonsoir, plutôt assistant HES, ancien étudiant. Et Ibtissem Ben Chaban, étudiant de 3e année, qui suit l'orientation thermique industrielle. Alors vous nous direz ce que c'est précisément. Alors énergie et technique environnementale, c'est encore une filière qui regroupe une multitude d'activités. Expliquez-nous peut-être, Roger Rotlisberger, en quelques mots, ce domaine d'études. Alors, c'est un domaine d'études, comme vous l'avez évoqué, qui est assez large, du fait qu'on couvre le domaine d'énergie, qui est impliqué à peu près partout dans notre société. Et nous, on s'est spécialisé, si on veut bien, la formation au niveau du bâtiment, énergétique du bâtiment, et puis la thermique industrielle. C'est pour ça qu'on offre 2 orientations dans ce domaine-là, puis on la complète avec une 3e, thermotronique, qui vient en support des 2 autres, finalement, formations, parce que plus le bâtiment est complexe, plus l'installation industrielle est complexe, plus il y a besoin de compétences pointues dans le domaine de la régulation, du contrôle, et puis pour améliorer l'efficacité énergétique de ces dispositifs, on a besoin de gens qui sont très pointus dans ces domaines. Et pour cela, votre filière énergie et technique environnementale a un outil incroyable. Ce sont ces halles thermiques. Elles accueillent des machines qui permettent aux étudiants d'apprendre et de tester en vrai une mise en situation réelle. Et on y retrouve Duja. Visite de la HEIG VD avec Roger Rotisberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur et responsable de cette filière énergie et technique environnementale. Il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit d'une formation destinée finalement à des spécialistes dans le domaine de l'énergétique du bâtiment et de la thermique industrielle. Et dans cette filière, on a 3 orientations qui sont disponibles, comme évoqué, énergétique du bâtiment, thermique industrielle, puis thermotronique. Le thermotronicien, finalement, c'est quelqu'un qui va s'occuper principalement des aspects de régulation, de contrôle, soit d'un gros bâtiment, soit d'une installation industrielle. On va visiter ? On va visiter. Alors ici, vous avez une première installation qui est un accumulateur de chaleur de grande capacité qui va nous permettre dans un premier temps de stocker la chaleur qu'on va générer avec nos générateurs à bois, qu'on verra tout à l'heure, mais aussi à permettre finalement aux étudiants de se rendre compte comment on stocke de la chaleur pour pouvoir l'utiliser pour couvrir des besoins de chauffage par la suite, que ce soit des chauffages de bâtiments par exemple, ou alors pour des procédés industriels de fabrication. Alors ici, on arrive dans la partie où on a les générateurs de chaleur à bois.
On est doté de 3 types différents de générateurs de chaleur à bois. Un qui fonctionne avec des plaquettes forestières, donc c'est du bois déchiqueté. Un autre qui fonctionne avec des granulés de bois. Et puis le troisième ici qui fonctionne avec des bûches. C'est les 3 formes finalement de bois énergie qu'on rencontre sur le marché. Ces installations, elles nous servent à faire de la formation des étudiants. Ils font des laboratoires sur ces installations-là. Ou alors on les utilise pour faire de la recherche appliquée du développement. Réduire notre consommation d'énergie, c'est un vœu pieux. Non, c'est pas un vœu pieux parce qu'on sait finalement, par exemple dans le domaine du bâtiment, on sait concevoir des bâtiments qui consomment à peu près 80% d'énergie en moins que ceux actuels. Donc c'est pas un vœu pieux, c'est qu'on le fait pas à l'heure actuelle parce que l'énergie est beaucoup trop bon marché. Qu'en est-il par rapport au bois disponible ? En Suisse, on exploite à peu près 50% du potentiel énergétique du bois qu'on a à disposition parce qu'économiquement, c'est pas intéressant. Le mazout et le gaz sont meilleurs marché. Donc ça, c'est un énorme problème. On peut doubler notre consommation d'énergie, mais bien sûr, pas au détriment de la survie de la forêt suisse. Actuellement, on a encore un potentiel de consommation de l'ordre de 1 million de mètres cubes qu'on n'utilise pas, qu'on laisse en forêt, parce que c'est pas économiquement rentable. Donc c'est clair, le bois va pouvoir couvrir une partie de nos besoins, mais pas la totalité. Où nous trouvons-nous ici ? On se trouve dans la partie du laboratoire qui traite de la production de vapeur industrielle, de la distribution et de la consommation de vapeur industrielle, qui est une spécialité finalement de la HEIGVD dans le domaine de la thermique. Donc on a différents éléments sur lesquels on forme les étudiants et on forme aussi des gens extérieurs en formation continue. Et vous avez une installation ici qui vous montre finalement un monobloc classique qui va être utilisé dans une installation réelle. Ça va être un bâtiment pour typiquement le conditionnement d'air de locaux, de bureaux, de magasins, ou bien on va l'utiliser dans l'industrie pour conditionner de l'air de procédés. Ibtissem Benchaban, vous êtes étudiante en 3e année, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans l'orientation thermique industrielle, justement. Vous, c'est quel type de métier qui vous intéresse pour après ? Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'optimisation énergétique. Les énergies renouvelables, tout le monde sait que l'industrie pèse de manière très important dans la consommation d'énergie. Donc, que ce soit l'industrie chimique, pharmaceutique, l'industrie cimenterie. Si on prend l'exemple de l'industrie chimique, on parle d'une centaine de térawattheures par an. Donc, c'est des 10 à la puissance 12. C'est des 1000 milliards. Donc, ce chiffre-là, il est produit par des énergies fossiles. Donc, qui dit énergie fossile dit gaz à effet de serre. Donc, des milliers de tonnes de CO2 qui est injecté par an par ces industries. Donc là, on doit vraiment passer à l'acte, passer à l'optimisation, à la diminution de la consommation d'énergie, donc de substituer de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable, telle que les déchets, le bois, etc. Rogerio Arvela, vous avez terminé déjà vos études ici, vous êtes assistant aujourd'hui. Dans les autres filières qui ont été présentées jusqu'à maintenant, souvent on parle de ponts très faciles entre l'industrie et la filière, avec des stages, avec des projets, des mandats qui sont donnés, et puis voilà, des prototypes qui peuvent être faits, qui sont parfois ensuite appliqués. C'est possible aussi, malgré tout, dans cette filière où on entend qu'il faut encore un peu faire le forcing pour convaincre de l'importance des économies d'énergie. Alors, c'est possible de trouver des solutions qui peuvent convaincre finalement un industriel et partir sur des projets en tout genre de recherche appliquée et développement. Mais ça sous-entend qu'il faut toujours une volonté quelque part. C'est pas possible de le faire s'il n'y a pas de volonté. Et par contre, il y a aussi d'autres facteurs qui font que de plus en plus ça va se faire. Notamment l'actualité montre que de plus en plus on va être porté sur la mise en œuvre d'autres moyens que les moyens conventionnels qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc forcément, peut-être que ça va aussi mettre un peu plus de dynamique dans ce sens-là. Avoir du plaisir aussi dans ses études et puis envoyer dans la vidéo ces installations. Ibtissem Benchaban, c'est quelque chose que vous aimez, de vraiment toucher la matière et de pouvoir voir des effets très concrets finalement de ce que vous pouvez développer. Oui, en fait, cette formation est une formation technique. Donc, je peux dire que c'est une formation complète qui allie l'aspect économique et environnemental avec l'aspect technique, donc la distribution de l'énergie, la production et puis le stockage de l'énergie. Aussi, en fait, le fait de travailler déjà dans le secteur industriel, on est toujours
entourés par des interlocuteurs variés et puis qui nous donnent chaque jour des challenges et des défis. Donc il faut pas avoir peur du secteur industriel, et non plus des technologies. Au contraire, peut-être si on n'arrive pas à rendre nos industries aujourd'hui indépendantes, c'est là où on doit vraiment avoir peur. Tout de suite, on passe aux microtechniques. Et nous on rejoint pour parler des microtechniques Carl Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur responsable de filière microtechnique, Audrey Bord, chargée de recherche appliquée et développement, et Laurent Gravier, maître d'enseignement. Bonsoir donc à tous les trois. Carl Schmitt, peut-être la filière dans les grandes lignes. Oui, la filière dans les grandes lignes, c'est une filière essentiellement polyvalente. On parle souvent de la microtechnique comme étant l'optomécatronique, pas seulement la mécatronique. J'ajoute l'optique, donc on parle d'optique, de mécanique, d'électronique et d'informatique. C'est pour ça que c'est un domaine extrêmement polyvalent qui couvre un grand spectre d'activités industrielles, d'activités de recherche, et également d'activités dans l'innovation. Également les matériaux jouent un rôle très important en microtechnique. Et pour en savoir plus, Duja vous a rencontré, Carl Schmitt, dans votre laboratoire, et vous étiez accompagné d'un ancien étudiant qui est aujourd'hui à la tête de sa propre société. Grâce au savoir-faire acquis à la Haute École, il a pu développer un système robotique qui permet aux personnes qui ont eu un AVC, par exemple, de retrouver l'utilisation de leurs jambes. HEIG VD, ouvre-toi, les portes s'ouvrent sur un laboratoire avec Carl Schmitt. Bonjour. Bonjour, avec grand plaisir. Je vous accueille ici au laboratoire de biomécanique du mouvement humain, qui est un laboratoire qui touche de très près les éléments de la microtechnique. C'est une filière qui est très multidisciplinaire, donc qui touche un mot-clé qui est souvent donné, la robotique, ou tout ce qui est mécatronique, mécanique, électronique et informatique. Et c'est un domaine d'activité qui touche beaucoup le domaine médical, le domaine humain au sens général. Il y a aussi de l'humain, il y a des données anthropométriques, un très beau tableau que vous aurez en image grâce au cadrage merveilleux de notre ami Nicolas. Pourquoi avoir des représentations humaines ici? Quel est le lien? Le médical est très largement utilisé en microtechnique, tout ce qui est medical device. Donc là, c'est un cours associé aux théories de tout ce qui est mécanique du mouvement, dynamique, cinématique, pour pouvoir notamment mesurer quels sont les efforts articulaires nécessaires, par exemple, pour les orthopédistes, ou pour définir après les orthèses ou les prothèses qui sont nécessaires pour les thérapies dans ce domaine-là. Il y a une espèce de pyramide comme ça de relations entre les hôpitaux, entre les écoles de santé et nous ici, les écoles d'ingénieurs. Petit scénario futuriste, un jour je me fais couper la tête parce que je suis insupportable. Est-ce qu'on pourrait imaginer une tête avec un corps robotisé entièrement? Non, pas en l'état. Non, je pense que c'est encore beaucoup trop complexe. Et puis remplacer le cerveau. Bon, l'intelligence artificielle fait d'énormes progrès, c'est clair, mais ne remplace pas, en tout cas pas encore. Je pense qu'il faudra encore pas mal de temps futuriste pour, disons, utiliser les principes de l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer une tête humaine. Merci beaucoup, Carl Schmitt. La filière microtechnique avec Aurélien Fouquet, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors, maintenant, j'ai plus de rôle officiel ici dans ce laboratoire, mais auparavant, j'étais co-responsable du laboratoire de biomécanique et autrement, j'ai été étudiant il y a fort longtemps. Votre projet, c'était quoi? Alors, mon projet, c'était le projet, à l'époque, on l'appelait LHS. Par derrière, ça voulait dire Lambda Health System. C'était un système robotique pour la réhabilitation des jambes chez des personnes atteintes d'un handicap, comme un AVC. Et ça consiste en quoi? Alors concrètement, c'est une structure robotique. Le patient est assis sur une chaise, il a ses deux pieds qui sont posés sur chacun sur un robot, puis le robot va bouger les jambes. Puis il va pouvoir les mobiliser soit passivement, c'est-à-dire que le patient ne fait rien du tout, c'est de la mobilité juste après l'AVC par exemple. Puis ensuite, le but c'est de pouvoir travailler contre résistance ou bien avec assistance. Et le robot là va aider, il va accompagner vraiment le patient dans sa réhabilitation. Ça fait peur parce qu'on se dit si le robot s'emballe, ça peut partir dans tous les sens. Vous avez bien raison. C'est arrivé? Non, c'est jamais arrivé, mais justement, on a tout un univers de normes, de sécurité, d'homologation. Donc notamment, aujourd'hui, on a créé une société depuis ce produit qui avait été créé à l'école d'ingénieurs. On a créé une start-up, une spin-off de l'école d'ingénieurs. On a commencé à commercialiser le produit. Et puis, on a dû notamment avoir des conformités à tout plein de normes, un marquage CE, un système qualité qui permet aussi de pouvoir assurer aux hôpitaux et aux patients que le robot ne va pas s'emballer. Spin-up, start-up, c'est quoi la différence? Concrètement, une start-up, c'est juste une société qui débute et puis qui pour l'instant dépend essentiellement de fonds externes, d'investisseurs ou d'aides. Puis une spin-off, on dira plutôt quand c'est une société qui a été extraite ou qui vient de... Donc typiquement, on est né de par l'école d'ingénieurs. Merci beaucoup.
Alors, durant votre cursus ici, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué dans les projets que vous avez vus ou auxquels vous avez participé vous-même? Alors, il y a des choses qui sont pas mal, c'est qu'en microtechnique, on va voir du coup que ça soit électronique et mécanique. C'est un peu un mix entre les deux, même des matériaux, comme dit Carl Schmitt. Et en fait, il y a des petits projets, il y a des projets multidisciplinaires qui sont hyper intéressants parce qu'on va travailler avec des mécaniciens, des microtechniciens et des gens de génie thermique aussi, à la fin de réaliser un projet concrètement. Donc nous, on avait fait un petit robot qui doit monter dans un tube, mais c'est parfois des applications beaucoup plus, que ce soit dans la recherche comme la biomédicale ou pour la recherche industrielle en fait. Et puis voilà, et puis moi j'avais adoré aussi les cours d'optique, parce que c'est un peu là-dedans que je suis tombée maintenant. Voilà. On avait l'exemple du paddle tout à l'heure, de ce sportif qui cherchait une rame qui est connectée à son smartphone pour mesurer tous ses mouvements et ses efforts. Ici, dans les microtechniques, les passerelles, elles doivent être énormes, nombreuses. Alors, oui, effectivement, parce que on est toujours dans l'idée de connecter finalement nos appareils avec nos besoins, donc avec l'être humain. Et c'est vrai que dans ce contexte, la microtechnique va toujours quelque part rendre service vis-à-vis de l'industrie par rapport à des besoins que l'industrie va nous remonter. C'est vrai que dans nos laboratoires, on explore beaucoup de choses, on s'amuse bien, je crois. Mais effectivement, le jeu, il est pas gratuit dans le sens où quelque part, on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir s'en servir pour répondre à des questions très, très concrètes d'industriels. Des fois, les défis sont très tordus, entre guillemets, puis le fait de pouvoir jouer sur ce côté multidisciplinaire de la microtechnique, avec dans cette école beaucoup de compétences variées qui peuvent s'agréger sur une thématique commune, on arrive à relever des défis extrêmement élevés. Et c'est toujours une grande satisfaction, effectivement, de pouvoir atteindre l'objectif. Voilà. Vous dites que parfois les industriels viennent à vous avec des idées un peu tordues. Qu'est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, où vous dites mais d'où ça sort et comment on va faire ça? Et est-ce que vous l'avez fait? Alors, il y a des trucs très tordus qu'on ne peut pas réaliser, justement. Ouais. Donc là aussi, l'expertise de se dire que c'est pas faisable. Mais je pense que surtout dans les défis les plus intéressants, là on parle effectivement du biomédical. C'est vrai que moi, il y a un défi qui est toujours en cours, on va dire, c'est comment on peut monitorer les fonctions vitales d'un nouveau-né, d'un né prématuré d'ailleurs. Voilà. Donc là, effectivement, il y a des fonctions vitales. On est dans une urgence qu'on n'a pas besoin d'expliquer, effectivement. Les paramètres sont extrêmement sensibles, extrêmement précis. Puis là, effectivement, il faut mettre tout son talent en action pour pouvoir répondre à ce qu'on appelle des spécifications extrêmement pointues. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est pas faisable. Par contre, on sait que, en travaillant, en amenant les choses avec beaucoup de méthodes, ça va être faisable. Donc, c'est plutôt comment on arrive à dérouler des défis, je dirais, très pratiques, qui donnent cette confiance, effectivement, dans ce type de métier. Carl Schmitt, peut-être pour conclure, on voit que cette filière, elle est foisonnante d'idées, de possibilités. Vous avez toujours de la place pour la rentrée prochaine. Comment se passe la sélection? Oui, on a toute la place qu'il faut. On peut remplir la filière d'un grand nombre d'étudiants. Donc, on a tous les laboratoires à disposition pour couvrir ce large spectre de formation, hein. La microtechnique étant polyvalente. Mais n'oublions pas que la microtechnique est un des leaders, notamment socio-économiques pour ces prochains temps, parce qu'on aura besoin de microtechniciens dans tous les domaines, notamment pour développer tous les capteurs, rentrer dans le milieu médical, la transformation du milieu médical et industrie 4.0. Donc là, on a de la place pour accueillir tous les ingénieurs dont on aura besoin tout prochainement pour remplir des missions et des challenges technologiques extrêmement importants pour répondre aux défis de l'avenir. Et la microtechnique est extrêmement bien placée. On parle de nanotechnologie. N'oublions pas qu'avant les nanotechnologies, il y a de la microtechnique. On parle des défis énergétiques. Donc, pour répondre aux défis énergétiques, il faut d'une part mesurer une situation actuelle pour pouvoir la comparer. Donc, on aura besoin de capteurs, on aura besoin d'instruments. Dans le médical aussi, il y a tout l'outil pharmacologique qui précède le médical, dont on a besoin ici d'énormément d'ingénieurs dans ce domaine-là. Donc, on couvre un spectre extrêmement large, encore également dans l'agroalimentaire, par exemple. Actuellement, on travaille aussi sur le développement d'un robot d'arrosage pour pouvoir arroser de façon spécifique juste 2 décilitres d'eau sur le planton pour éviter des pertes énormes d'eau, etc., etc. Donc, on a besoin d'ingénieurs et on a de la place pour eux. Et on va là-dessus passer à la dernière, 9e filière de la HEIG-VD présentée ce soir, l'ingénierie des médias.
Et c'est vous, Jean-Marc Sédou, qui venez nous en parler. Vous êtes chef du département communication, engineering, management, COMM+. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Laurent Bolly, professeur et responsable de l'axe de recherche utilisateur et interface. Bonsoir. Alors, on va vous écouter, Laurent Bolly et un chercheur de cette filière, tous deux convaincus que l'enseignement proposé ici permet de ne plus être simple consommateur de nouvelles technologies, mais bien acteur de ces nouvelles technologies, c'est-à-dire de les comprendre, de maîtriser leurs limites, en abordant notamment des thèmes comme le numérique responsable ou l'éthique. On regarde. On pousse les portes de la HEIG VD en compagnie de Laurent Bolly. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle? Quelle filière? Alors, je suis professeur associé en ingénierie des médias. Et donc, j'enseigne essentiellement ce qui concerne l'interaction humain-machine. C'est quoi les grands changements, en fait, qui se sont opérés? On voit que les dispositifs techniques se rapprochent du corps, captent de plus en plus de données, que ce soit des données volontaires ou involontaires. Et donc, c'est important d'avoir des gens qui comprennent où vont ces données, ce qu'on peut en faire. On pourrait aussi utiliser ça d'une manière machiavélique, diabolique, non? On peut toujours utiliser la technologie d'une manière machiavélique, mais il faut déjà la comprendre pour essayer d'éviter ça, plutôt que de l'utiliser un peu bêtement, uniquement en tant que consommateur. Là, c'est vraiment une formation qui vous forme à devenir des acteurs de cette technologie et des contenus qui sont associés. La crème de l'ingénierie des médias avec Stéphane Lecornet, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors moi je suis chef de projet R&D et développeur logiciel de formation, donc je gère plutôt la partie développement informatique de nos projets. Ça consiste en quoi? Le but c'est de faire des projets de recherche mais assez proches de l'industrie. Un exemple concret? Tout ce qui est justement lié à la visualisation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est vraiment les domaines actuellement qui sont proches de la recherche. Pas encore dans tous les produits qui existent actuellement, et puis on essaye d'amener ça dans les entreprises. Il y a aussi des jeunes vous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les motiver à s'inscrire dans cette filière-là? Alors du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur des domaines qui sont passionnants. Donc tout ce qui est 3D, le métaverse, on entend beaucoup parler du métaverse, je pense que ça va être des sujets sur lesquels on va travailler prochainement, tout ce qui est technologie web, donc on est tous les jours sur notre smartphone, sur des sites web, sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille nous au jour le jour. C'est aussi ce que je trouve intéressant dans les projets de recherche qu'on fait, donc on s'intéresse à la technologie, donc moi je suis développeur et je suis ingénieur à la base, donc c'est vraiment ce qui me passionne, mais on essaye aussi de regarder le côté éthique à côté, donc on regarde de plus en plus tout ce qui est numérique responsable. On fait attention, le métaverse c'est bien, mais probablement ça va demander beaucoup de data centers, beaucoup de transferts de données. Donc c'est vraiment quelque chose aussi en permanence qu'on regarde. En parallèle de la technologie, on essaye de regarder les implications éthiques, les implications sociales, les implications environnementales. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser aussi dans l'Institut de recherche et dans la filière aussi au niveau des cours. Et l'application CarbonVis, qu'est-ce donc? Alors CarbonVis, c'est une extension navigateur qui va permettre de voir l'impact de ces activités en ligne. Et là, Stéphane Lecornet, on voit des petits carrés, des petits ronds. Moi, souvent, j'ai la même chose qui passe devant mes yeux, mais quand je suis très fatigué, là, c'est quoi? Alors du coup, là, je suis allé sur le site de l'école avec une vidéo qui est en train de tourner. Et donc là, on a représenté les données par ces petits carrés bleus qui tombent. Et l'impact CO2, on l'a représenté par ces cercles bruns. Donc l'idée, c'est que la personne visualise l'impact CO2 de ses activités en ligne en direct dans le navigateur. On fait des vidéos nous-mêmes, qu'on les partage avec d'autres amis sur les téléphones portables. Là aussi, il y a de la pollution digitale. Alors oui, clairement, parce que chaque vidéo va être enregistrée sur un data center, puis après, elle doit être envoyée à l'autre téléphone. Donc là, pareil, on peut peut-être diminuer la qualité de sa vidéo. Si c'est la vidéo de son petit chat, peut-être ça vaut pas la peine de l'enregistrer en 4K. Et puis voilà, des astuces comme ça, de pas enregistrer des trop haute qualité s'il n'y a pas besoin. Les débouchés professionnels de cette formation ingénierie des médias, c'est quoi par exemple? Je vais répondre à la question. Donc nous, on a une formation multidisciplinaire qui est axée en trois grandes parties. Tout ce qui concerne l'informatique, le développement, la technique, les interfaces, la partie communication, marketing et la partie gestion de projet. Et, les débouchés se situent exactement dans ces trois domaines-là. Il y a beaucoup de débouchés, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde est touché par la transition numérique et tout le monde a besoin de communiquer de manière numérique. Et cette communication, qu'elle soit interne ou externe, ont besoin d'avoir des gens qui sont à l'interface de ces trois domaines. Et donc, c'est vraiment ces profils-là qu'on forme.